Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je me présente Amar Mohandamer, historien-chercheur au CRASC d'Oran. Je suis chargé par les trois institutions de modérer la journée d'aujourd'hui en hommage à Ali 15. Donc, je ne vais pas être long et être très pratique durant cette journée. Donc, une journée assez longue, riche, dense, avec des intervenants de France, d'Algérie, de Tunisie et même de Chine, de Canton et des Émirats arabes unis, de Beyrouth. Donc vraiment un hommage important pour un grand homme, Ali Elkens. Sans tarder, je donne la parole à Madame Pascale Viel, directrice de l'UA, et à Monsieur Frédéric Leblay, directeur de la MSH de Nantes. Pascale. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous êtes venus parfois de très loin pour rendre hommage à Ali Elkens. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à sa famille, à son épouse, à ses amis et compagnes et compagnons de route. Et puis, je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent peut-être de loin sur notre chaîne YouTube de l'IEA. Cette journée est le résultat d'une collaboration scientifique et institutionnelle entre l'Institut d'études avancées de Nantes, la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, l'Université de Nantes et le CENS, le Centre nantais de sociologie. C'est une journée très importante pour l'IEA parce qu'elle s'inscrit dans une tradition, celle de rendre hommage à celles et à ceux qui ont contribué et contribuent à la promotion de l'Institut et à son rayonnement scientifique en France et à l'international. Ali Elkens était professeur de sociologie à l'Université de Nantes et membre du Centre nantais de sociologie. Il fut également chercheur hébergé à la MSH Ange Guépin, comme l'exprimera, je pense, plus longuement Alain Supiot. Et il fut un compagnon de route de l'Institut d'études avancées depuis sa naissance. Il incarne finalement la figure de l'universitaire qui œuvra à la croisée de ces différentes institutions de recherche. Et il est, pour l'Institut, une figure emblématique. Il a pris une part active dans sa création et il a d'ailleurs dirigé le programme de préfiguration de l'Institut. Je pense que la participation de chercheuses et de chercheurs de plusieurs pays à cette journée est une reconnaissance de son parcours à la fois dense et complexe, où l'histoire côtoie la science et le politique. Les interventions du matin, comme celles de l'après-midi, vont nous apporter des éclairages pertinents sur l'engagement de l'homme sur son œuvre. Ses principaux thèmes de recherche ont été le travail, le développement, la sociologie des sciences. Tous ces thèmes et la méthode pour les aborder seront envisagés lors de la journée. Mais pour des raisons qui tiennent en grande partie de son parcours personnel, il fut toujours attentif aux problèmes qui seront traités dans l'après-midi, à savoir comment faire des sciences sociales dans des conditions difficiles et quelle place pour le chercheur en sciences sociales aujourd'hui. Ce sont deux problèmes qui entrent en écho avec le projet scientifique de l'Institut d'études avancées de Nantes. La journée est donc pensée autour de deux parties. Dans la matinée, il sera question du parcours institutionnel et scientifique, mais aussi personnel d'Ali Elkens. C'est l'occasion pour Suzanne Elkens, ses collègues et amis de France, d'Algérie et de Tunisie, de restituer, de témoigner sur une trajectoire qui n'a pas toujours été facile. En tant que chercheur, Ali Elkens a dû fuir l'Algérie et il fut justement l'un de ces chercheurs en danger que l'Institut d'études avancées de Nantes entend aujourd'hui accueillir de manière plus structurelle. L'après-midi s'articulera quant à elle autour des deux questions que je viens d'évoquer et qui font elles-mêmes écho au parcours et aux préoccupations scientifiques d'Ali Elkens. Et la journée sera clôturée par une conférence sur penser l'autonomie de la recherche et l'indépendance des universitaires, les apports empiriques et théoriques d'Ali Elkens par Vincent Geisler, qui est à ma droite.
Voilà, pour conclure, et avant de céder la parole à Frédéric Leblay, je voudrais juste adresser quelques remerciements à celles et ceux qui ont permis l'organisation de cette journée. Et pour commencer, à Alain Suppiot et à Charles Ciot, sans qui je pense qu'on n'aurait pas pu construire un programme qui rende compte de toutes ces facettes de la personnalité Ali Elkens. Remercier aussi Frédéric Leblay, le directeur de la MSH qui a contribué sous différents aspects à l'organisation de la journée. Estelle Dallouin, qui est directrice du département de l'UFR de sociologie et à l'université de Nantes, et Romuald Baudin, qui est directeur du Sens à l'université de Nantes également. Et également toute l'équipe de l'IEA qui a permis l'organisation de cette journée. Je vais me permettre de mentionner quelques personnes, et j'en oublie certainement d'autres. D'abord, je voudrais excuser mon collègue Mustapha Abdallah, qui est empêché aujourd'hui. Mais je voudrais tout particulièrement remercier Dimitri Bastard, qui œuvre à l'organisation technique, Mathieu Forlodou, qui a été qui est un peu la mémoire de l'Institut chez nous. Je crois qu'il est le plus ancien et qui a été un adjuvant précieux pour mobiliser les personnes clés. Et surtout, last but not least, Amar Mohammar, que maintenant vous connaissez tous puisqu'il a été le grand orchestrateur de cette journée. Je voudrais vraiment le remercier. Amar est un fellow qui est venu cette année pour travailler sur l'histoire algérienne, les institutions mémorielles réelles, la société en mouvement et les récits historiques alternatifs. Et qui a vraiment consacré une partie substantielle de ce temps à l'organisation de cet événement. Je l'en remercie de tout cœur et je cède la parole à Frédéric Leblay. Merci beaucoup Pascal. Je te remercie d'autant plus que tu as en quelques mots bien présenté la personne et la personnalité qui fait que nous sommes réunis ce matin, et tu m'as donc ôté cette responsabilité, qui est une responsabilité toujours délicate parce que c'est aussi une affaire de légitimité. Et je dois dire qu'en tant que personne, je me sentais assez peu légitime ce matin au milieu des amis, des anciens collègues, des proches, pour évoquer, ne serait-ce qu'en quelques mots, Ali Elkens. Je suis surtout venu pour écouter et pour apprendre le parcours de ce collègue que je n'ai pas eu la chance de connaître. J'ai pris la direction de la Maison des sciences de l'homme assez récemment et dont les travaux n'ont pu m'inspirer, et il faut le dire de manière tout à fait honnête, parce qu'ils sont assez éloignés des champs académiques que j'ai l'habitude de parcourir. Donc aujourd'hui, je vais être très discret et je vais surtout écouter et apprendre. Dans une journée comme celle-ci, il y a toujours deux dimensions qui sont en jeu. Il y a la dimension de la mémoire et puis la dimension de l'histoire. La mémoire est avant tout affaire de rencontres, d'amitié, d'échanges académiques, intellectuels. Et puis l'histoire est peut-être le registre plus formel et plus institutionnel, celui qui est lié à deux institutions, en l'occurrence la Maison des sciences de l'homme et l'IEA. Alors, je ne saurais être le dépositaire de la mémoire. Je pense que ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui en sont les vrais dépositaires et en parleraient beaucoup mieux que moi. Mes anciens collègues aussi, directeurs, puisqu'nous avons trois anciens directeurs, directrices de la MSH présents ce matin qui ont bien mieux connu et côtoyé Ali Elkens que moi. En revanche, si je ne suis pas dépositaire de la mémoire, je peux me faire le garant de l'histoire au titre de l'institution. Et dans cette histoire, il y a des personnalités qui ont été marquantes, qui ont été importantes, dont Ali Elkens fait partie, bien évidemment. Et donc, je profite de cette journée qui nous réunit pour rappeler que l'an prochain, en 2023, la Maison des sciences de l'homme célébrera ses 30 ans d'existence, et que cette occasion permettra de faire revivre un petit peu cette histoire de la Maison des sciences de l'homme, et donc de faire revivre à travers elle aussi des personnalités. Donc c'est déjà un petit peu ce que nous commençons à faire aujourd'hui, d'une certaine manière, autour de la figure d'Ali Elkens. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Pascal, merci Frédéric. Je donne la parole maintenant à
Charles Suot, qui a été, il faut le dire, la cheville ouvrière de cette journée, qui va modérer cette partie sur le parcours personnel et intellectuel d'Ali Kenz. Charles, à toi la parole. Je vais bien modérer. Un ex-collègue d'Ali. C'est moi qui, en 95, suis allé le chercher à Montparnasse pour qu'il fasse ses premiers pas à Nantes. Et depuis, le mot collègue, pour moi, désigne très mal la relation que j'ai pu avoir avec lui. Bon, il me qualifiait mon frère, etc. Bon, et c'est plus l'ami, l'homme. Et j'aimerais que pendant toute cette matinée, justement, nous restituions la richesse de toutes les facettes d'Ali, les facettes humaines, affectives, mais aussi intellectuelles. Et je pense que tous les témoignages qui vont avoir lieu ce matin montreront qu'il est bien difficile de faire la part entre l'homme chaleureux, au sourire irrésistible, et au chercheur, au savant qu'il a été. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire de distinguo entre... bon, même si l'après-midi, effectivement, prendra, et c'était de la volonté de nos différentes organisations, institutions, de donner un tour plus universitaire à l'après-midi autour de thèmes qui, me semble-t-il, sont tout à fait fidèles aux obsessions, je dirais, d'Ali, de penser le développement des sciences sociales dans le monde. Alors, rien que le fait que, pour présenter, nous avons évoqué déjà 3 institutions nantaises, l'IEA, la MSH et le SENS. À lui seul, cet énoncé des 3 institutions montre l'ampleur de l'empreinte qu'il a laissé sur l'espace de la recherche nantais en sciences sociales. Bon, souvent, la mobilisation reste à l'intérieur d'une institution, soit l'université. Et là, justement, l'une des richesses de Ali, c'est d'avoir fait le pont entre les différentes institutions de recherche en sciences sociales à Nantes. Alors, pour faire vivre, bon, parce que finalement, c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui, pendant toute cette journée, pour faire vivre Ali, notre idée de la matinée a été toute simple, c'est de donner, d'une part, la parole à des personnes qui ont croisé les chemins d'Ali, la route d'Ali à différents titres, à titre justement pour avoir partagé la vie d'Ali avec Suzanne, pour avoir été formé par lui, c'est le cas d'Abdelhamid Abidi qui a été thésard d'Ali, et pour avoir été aussi collègue à l'IEA, c'est le cas de Dimitri, qui est le maître des images, bon, c'est une face aussi importante de la matinée, et bien évidemment donner la parole plus longuement encore à des compagnons de route intellectuels, avec Nouria Ben-Gabrit Remaoun, Aïssa Kadri qui a envoyé son texte, donc je lirai le texte de Aïssa, Mustapha Madi et Hassan Remaoun, donc que je représenterai rapidement avant leur prise de parole. Donc, je vais sans plus tarder donner la parole à Suzanne, qui, justement... Tu es prête ? Le micro. C'est moi, maintenant ? Bon. Moi, je me permettrai, après les interventions, je me permettrai de dire aussi un petit mot personnel. C'est bon. Je vous remercie d'être là, en la mémoire d'Ali. Et je remercie Ali
de nous réunir ici, de nous rencontrer en souvenir de lui, pour ce qu'il a marqué ou marqué sa présence ici à Nantes, à l'Institut, à la fac, à la MSH. Mais pour moi qui suis c'est-à-dire Suzanne Elkens, c'est difficile pour moi de parler de l'homme, de son œuvre. Vous avez quand même tout le soin de le faire au courant de cette journée. Moi, mon intervention se limiterait à notre relation intime, à l'homme qui était pour moi, Ali, et ce que j'étais aussi pour lui. Notre parcours ne fut pas simple, parsemé d'embûches, mais c'est comme ça la vie. Je suis maintenant sa veuve, comme on dit. Je trouve le mot moche, court, brutal. Et je ne m'y fais pas. Vraiment, je ne m'y fais pas. Il faut dire que par moments, je me dis que cette, comment on dit en arabe, al-waqi'a, qui veut, enfin bon, je suis arabisante et arabe, qui veut dire un peu un événement important, mais il y en a eu plusieurs dans notre vie, dans sa vie à lui. Mais ce qui s'est passé, cette waqi'a-là, je pourrais dire que des fois, je ne la prends même pas en compte, je ne sais même pas si elle a existé, si nos vies d'avant ont existé. Donc je fais avec, c'est la vie, c'est la mort, je triche avec la vie, avec la mort, et je m'arrange un peu à ma façon pour pouvoir continuer avec courage. Voilà, donc ce sont d'incessants allers et retours que je fais entre notre vie d'avant, entre sa présence, son compagnonnage et sa disparition. Je voulais dire qu'on a fait beaucoup de routes ensemble, Ali et moi, des exils souvent grincheux, par moments agréables, parce que quand même, quand on est étranger, il y a une part de légèreté qu'on peut avoir, de ne pas s'enliser quelque part dans une terre, même si on la porte en nous différemment. Donc on a fait des routes, des exils. Je me souviens toujours de nos matins, de nos cafés qu'on aimait beaucoup, de notre musique, de sa poésie à lui, sa façon à lui d'être poète, sans écrire de la poésie. Ali n'était pas homme à baisser les bras, malgré les cassures, malgré les ruptures. Il n'a cessé de batailler, de travailler, d'écrire, de s'adapter et d'adopter tant de nouveautés qui nous ont été ni choisies ni imposées, mais comme ça, qui sont venues sur... voilà. Elles ont apporté autant de bien que de mal. Il aimait vivre, Ali, il aimait beaucoup vivre, et il a survécu souvent. Mais il avait en ligne de mire Ithaque. Vous savez, Ithaque, c'est un poème de Constantin Cavafis qu'il avait en face de lui dans tous ses bureaux. Et Ithaque, c'est son Algérie natale, c'est Skikda, anciennement Philippeville. Donc il savait, commercer avec, si je peux dire trivialement, commercer avec Ithaque. Comment il ne lui demandait rien, il savait qu'il fallait rien demander à Ithaque, mais il savait lui être reconnaissant pour tout ce qu'elle lui a permis de faire, tout ce qu'elle lui a apporté.
donc il l'a remercié beaucoup, et puis il lui avait promis de revenir. Il y a un texte, je ne sais pas s'il va être diffusé, mais il y a un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Le futur antérieur de notre présent », qui est assez original, dans lequel il parle de... C'est-à-dire dans les années de son pays, des différentes étapes, à un moment où c'était un certain socialisme qui régnait, où il y avait une grande crise de logement, où il cherchait un logement et que c'était difficile, n'étant pas dans les réseaux des très hautes sphères de l'État, donc c'était difficile d'avoir un logement. Et puis après, progressivement, il s'est acheminé vers la recherche de la maison définitive, si on peut dire, donc de la tombe. Et il a écrit un texte comme ça en cascade entre logement et après la tombe, où il voulait être enterré en étant flexible, en faisant des concessions. Donc il est parti il a été enterré ici à Nantes, c'était comme ça. Mais disons que son âme est partie vers son Ithaque natal. Je vous dis que je continuerai à vivre pour son courage, pour notre vie que nous avions pleinement vécue. Dieu merci. Elle était riche, pleine, chargée, intéressante, fatigante, beaucoup d'adjectifs que je pourrais dire. Et je vous suis reconnaissante, vraiment reconnaissante, de lui consacrer cette journée avec ses collègues. C'est plus que ses collègues, ses amis, ses frères, et ces institutions-là, l'IEA, la MSH, la FAC. Merci d'être présents et de nous rappeler au souvenir d'Ali. Je pourrais dire le plus platement possible, il le vaut bien. He worth it. Donc voilà, je vais vous lire. Bon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui comprennent l'arabe. Voilà, mais moi j'ai un petit poème que je vais lire en arabe, que je ne vais pas traduire, mais c'est des mots voyageurs que vous allez écouter. C'est un poème qui lui va bien, qui nous va bien. C'est un poème d'un poète égyptien qui s'appelle Amel Danqal. C'est un monsieur vraiment extraordinaire qui était du Saïd de l'Égypte, qui a marqué la poésie par un certain style inspiré pas de la mythologie grecque ou comme l'ont été à un moment la poésie arabe, mais vraiment du patrimoine culturel et poétique arabe. Il s'appelle Amel Danqal et il est décédé malade en 83, je crois. Voilà. Amel Danqal يقول دائما أنت في المنتصف دائما أنت في المنتصف أنت بيني وبين كتابي بيني وبين فراشي بيني وبين هدوئي بيني وبين الكلام وذكرياتك سجني صوتك يجلدني وأنا بين الشوارع وحدي وأنا بين المصابيح وحدي أتسبب بالحزن بين قميصي وجلدي ودمي قطرة بين عينيك ليست تجف فامنحني السلام امنحني السلام. Et je dédie ce poème à mes enfants de Ali El-Kenz, Selma et son fils Augustin. Petit clin d'œil à l'Algérie, on l'a appelé Augustin. Selma l'a appelé Augustin. Et à Anis, son fils qui viendra ici, et à Myriam, sa grande fille, qui n'a pas pu venir, mais qui suit par Zoom.
Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis tout oui pour la suite. Voilà. Donc là, je donne la parole à Dimitri. Alors, nous allons bousculer un petit peu l'ordre qui était annoncé. Donc Dimitri, à toi. Oui. Bonjour à toutes et tous. Je suis Dimitri Bastard, donc je m'occupe de la partie audiovisuelle pour l'Institut. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que je m'occupais en 2005 du secrétariat du programme de préfiguration de l'Institut et surtout parce que c'est Ali Elkens qui m'a recruté. Donc la première fois où je suis arrivé au PEA, donc le programme d'études avancées, on m'a conduit jusqu'à son directeur. Épaisse chevelure blanche homogène, une voix avec des profondes basses à doubler n'importe quel film hollywoodien, gros cigare entre les doigts, avec une fumée qui remplissait la pièce, store vénitien en arrière-plan qui laissait passer des filets de lumière. J'ai pas eu le réflexe de m'asseoir tout de suite malgré l'invitation d'Ali Elkens. Puis il m'a expliqué le PEA et ses ambitions. Et, ce que j'ai perçu de ces explications, c'est que le raisonnement occidental domine sur le reste du monde au détriment d'autres cultures de pensée et intellectuelles, mises à l'écart par un système convaincu que certaines contrées n'ont pas la clairvoyance suffisante pour appréhender le monde d'aujourd'hui et ses enjeux, pour recevoir la mondialisation tant attendue et tant vantée sur des territoires qui resteraient à être éduqués par une partie du monde plus aisée sur laquelle la propagande de supériorité intellectuelle a fonctionné et dont on ne lui a pas suffisamment donné les moyens de se remettre en question. Le futur institut voulait finalement se donner le temps de questionner le monde dans sa globalité en donnant plus que tout la parole au Sud et faire sortir le Nord de sa zone de confort. J'entendais dire aussi que la mission pourrait vivre si, à contre-courant du rythme de la recherche actuelle, de son administration et de sa technocratie, on acceptait de considérablement ralentir et qu'il fallait s'attendre et se faire entendre en tant que salarié à ce que ce ne soit pas très vendeur pour faire subsister financièrement une telle entreprise. Que ce programme voulait veiller à ne pas regarder les hommes de haut, à ne pas observer d'une vue aérienne les aspects sociaux et sociétaux, mais plutôt inviter à redescendre sur Terre avec une vision tout simplement à hauteur d'homme, à ne pas extraire le savant de sa propre humanité. Un homme représentait toute cette dynamique et le programme de préfiguration fut dirigé par une personne dont l'humanité avait plus de place que son aversion pour la technocratie et l'administration. Et je pense que l'on ne pouvait pas trouver mieux qu'Ali Elkens pour flécher tout cela. J'ai logiquement vite appris qu'Ali Elkens était un redoutable créateur de liens. J'ai aussi vite appris que mon profil avait plu car il avait besoin d'une personne très à l'aise avec la technologie dont il ne voulait pas entendre parler. Lorsqu'il ne fut plus directeur du programme, ce rapport est resté et plus tard, dans le nouveau bâtiment, son bureau sera au même étage que l'administration de l'Institut au 4e. Il m'appelait régulièrement pour quelques broutilles techniques dans son bureau et m'invitait systématiquement à m'asseoir, moi, la personne pressée. Malheureusement, malgré ses propositions, je ne fumais pas le cigare. Ali parlait souvent des remarquables paysages d'Algérie. Il fallait absolument les voir. Et en 2008, il finit par m'évoquer un besoin non négociable d'accompagnement technique pour un colloque à Tipaza. Le 3e jour sur place, fin du colloque, l'équipe organisatrice nous mit à disposition un bus pour nous promener dans les terres, et nous voilà partis pour le mausolée royal de Mauritanie par des routes secondaires. Sur le trajet, des anecdotes sur le fait qu'il y a quelques années encore, vous ne ressortiez pas indemne de cette route-ci, pas vivant de cette route-là. Mais bon, c'était une époque révolue. Puis le lendemain matin, on nous appelle en panique pour nous dire qu'une organisation était à notre recherche, car très intéressée par ce bus en promenade représentant autant de nationalités. Et il fallait être évacué au plus vite vers l'aéroport. Plusieurs berlines vinrent alors nous chercher et nous firent rouler à quelques 160 km à l'heure jusqu'à l'aéroport d'Alger par les bandes d'arrêt d'urgence de l'autoroute, le tout escorté par la police locale. 2 jours plus tard, à Nantes, Ali me montra l'article d'une dépêche algérienne en ligne qui parlait de nous et de l'ACMI, qui cherchait encore des étrangers à Tipaza. Je me souviens. Il me dit « Alors on a eu chaud, hein ?» me dit-il enjoué. Je dis « Vous saviez que c'était risqué comme ça avant de partir ?» Il me dit « Ah, les collines de Nador. » Je dis « Mais vous saviez ?» Il me dit « Non, mais si je vous l'avais dit, vous ne seriez jamais venu. » Voilà, c'était sa vision du contrat social et de sa fatigue d'un monde trop hygiéniste à son goût. Et finalement, et comme souvent avec Ali Elkens, tout était bien qui finissait bien. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bien. Alors, donc, maintenant, nous allons donner la parole par texte interposé à Aïssa Kadri, donc, qui a été professeur de sociologie et qui a été aussi directeur de l'Institut Maghreb-Europe à Paris 8, à Paris, et qui, entre autres, a travaillé sur un sujet qui était particulièrement sensible chez Ali, quant au rapport entre les intellectuels, la société et l'État. Donc je vais lire les 3 pages et qui, s'il me fallait résumer le texte, donne une idée des différents engagements, des différentes facettes des engagements au pluriel d'Ali durant sa carrière et sa vie. Merci pour votre initiative, merci pour la mémoire d'Ali, que nous avons perdu trop tôt. Je suis sûr qu'il n'aurait pas aimé qu'on parle de lui, mais plutôt de l'Algérie et de son devenir. Et je saisis l'occasion ici de les lier dans le souvenir des échanges que j'ai eus avec lui, dans la connaissance de sa trajectoire et de ses engagements. Avec Ali, nous sommes de la même génération, entendus à la fois comme classe d'âge, mais aussi comme espace-temps, de même référenciation, de même forme d'identification, d'une même respiration idéologique. En parler, c'est donc revenir sur des moments marquants, des événements fondateurs, générationnels, dans l'affirmation d'Ali, dans l'université, dans l'espace public, dans ses engagements. Cette génération s'affirme avec l'indépendance du jeune État-nation algérien. Elle naît au débat et aux luttes au lendemain de l'indépendance. Elle va être le produit d'une université dégagée de ses scories coloniales et investie par des enseignants novateurs et critiques. L'université que rejoint cette génération a eu comme premier recteur André Mandouze, figure importante, militant pour l'indépendance de l'Algérie, ancien résistant, directeur de Témoignages chrétiens, latiniste mondialement reconnu, spécialiste de Saint-Augustin. Jeune normalien au début des années 60, Ali avait des enseignants, philosophes et historiens de renom, comme Étienne Balibar, Georges Labicard, René Galissot, et autres encore comme Monique Gadan, François Galichet, Jacques Bidet. Les années 60 ont vu donc nombre d'intellectuels français, Pierre Rouge ou coopérants, reconnus, s'engager dans la construction de l'Algérie, dans la formation de ses élites. Ces années-là ont été des années de débats intellectuels importants sur les voies de développement, sur le socialisme, sur la culture, les langues, l'éducation, la libération des formes de domination coloniale et néocoloniale. Le cadre général, la perspective et les outils intellectuels de ces débats et analyses étaient essentiellement marxistes. Liés au combat d'une jeunesse intellectuelle contre l'autoritarisme, après le coup d'État de Boumedienne en 1965, Ali va s'engager dans des travaux d'analyse critique du développement d'un capitalisme d'État bureaucratique. Ce sera sa production sous le pseudonyme de Tahar Ben Ouria, bon, c'est ma prononciation à la française, comme traduction, le pur fils de la liberté. Quel programme! D'un ouvrage critique de la voie de développement algérienne, en mettant en exergue la montée en hégémonie d'une bourgeoisie bureaucratique et les formes de dépendance qui en découlaient. Cette approche va cependant se tempérer quelque temps après par une volonté de comprendre sur le terrain les transformations dans l'industrie et la culture. Ce sera d'abord une enquête collective sur la sidérurgie algérienne naissante, enquête à laquelle seront associés d'autres brillants collègues, Jamel Guéride et Saïd Chiki, eux également disparus. Ce sera également la production d'un travail collectif associant Brahim Brahimi, spécialiste en sciences de la communication, disparu également, intitulé « L'Algérie et la modernité », travail qui cherchait à comprendre quelles étaient les contraintes et les conditions de l'entrée en modernité de l'Algérie. La perspective marxiste va ainsi très vite évoluer chez lui vers un tiers-mondiste qui connaissait dans le moment des développements importants avec les feux des dernières luttes de libération nationale. Alger devenait ainsi un pôle et un carrefour majeur de soutien à ces luttes. Aussi bien va-t-il davantage regarder vers le monde arabe et l'Afrique. Entre-temps, dans sa volonté d'aller aux sources de l'histoire de l'ère culturelle, mais aussi pour être en phase avec la société profonde,
Il va suivre un stage de formation en langue arabe au Caire. Je me souviens que lors d'une escapade avec moi dans mon oasis d'origine, Bou Saada, il respirait le bonheur de retrouver une langue parlée, un arabe vernaculaire, à peine érodé, les traditions de mède, poésie et chansons déclamées dans le souk, et d'artisanat toujours vivante. Ce séjour au Caire, qui l'a considérablement marqué, il en parlait souvent, va éveiller en lui un intérêt considérable pour une compréhension du monde arabe, de la culture arabe, des intellectuels et intelligentsia arabes. Intérêt qui sera redoublé pendant son exil tunisien. Dans le même moment, son intérêt portera également sur l'Afrique en lien avec le Code Esria et Samir Amin, avec qui il publiera, avec lequel il se retrouve sur des analyses communes sur le monde arabe. On peut sans trahir sa démarche dire que ses engagements se sont dès lors quelque peu autocentrés, que son marxisme a été tempéré par une approche culturaliste. Il va s'intéresser davantage aux travaux de Gramsci, voire nationaliste arabe, qui tentait d'affirmer l'ère culturelle face à la domination de l'épistémé occidental. Cependant, tous ces intérêts et toutes ces incursions le ramènent inexorablement à l'Algérie, et après le premier mouvement social populaire d'ampleur qui a fait vaciller le régime autoritaire, celui d'octobre 88, Ali, déjà investi au moment de ses enseignements dans une activité conçue comme pédagogique, de combat idéologique avec la mise à disposition auprès d'un large public dans un hebdomadaire généraliste, Algérie Actualité, d'œuvres littéraires et philosophiques. Donc Ali va s'ouvrir davantage sur la société civile et des collaborations institutionnelles. Son engagement appuyé sur des reprises analytiques critiques tout à la fois du modèle industrialiste de développement algérien et du processus d'arabisation de l'enseignement le met davantage au cœur des luttes politiques. Il s'implique dans le débat public sur la question des langues, question qui lui tenait à cœur, prend position dans des tribunes sur la question identitaire et les modalités de prise en charge du tamassig. La prononciation. Bon. Dans le déchaînement des violences que libère la décennie 90, dans la confrontation entre l'islamisme radical et l'État prétorien, il n'y avait dorénavant peu de place pour les débats intellectuels, pour le travail intellectuel. Dans ce moment, ce contexte, qui s'était préparé dans un système d'enseignement pris en otage par un processus d'arabisation volontariste et démagogique, qui s'est très vite développé, moins comme mise en œuvre d'apprentissage intellectuel d'ouverture qu'idéologisation à connotation religieuse, substituant dans le temps à un enseignement religieux traditionnel, plus ou moins articulé sur les cultures savantes, un enseignement néo-religieux fortement simplifié et stéréotypé. Dans ce moment vont émerger des intellectuels prolétaroïdes, d'autant plus exigeants qu'ils n'avaient rien à perdre. Ce mouvement, en rencontrant dans le même temps la lame de fond des exclus de la société profonde, s'affirmait dans la rupture. Dès lors, les intellectuels et intelligentsia francophones apparaissaient comme suspendus dans le vide et sont devenus la cible de toutes les frustrations. Cette génération n'a eu le choix alors que d'être dans l'exil ou l'asile, selon le mot d'un intellectuel du moment. La trajectoire d'Ali est emblématique de ce point de vue de l'échec d'une génération intellectuelle qui n'a pu peser ni accompagner les transformations de la société, qui n'a pu construire un champ intellectuel autonome, qui est le thème d'aujourd'hui, autonome des pouvoirs, autant politiques que religieux. Champ intellectuel d'altercation et de débat, producteur de sens, qui pouvait accompagner l'entrée en modernité et en processus de démocratisation, une société profondément déculturée, continuellement agressée et enfermée. Société dont le Irak, le dernier mouvement social populaire, révélait pourtant dans son pacifisme et ses demandes une exigence inextinguible de liberté et de participation citoyenne. En dépit de ces oblitérations et enfermements,
Ali n'avait pas abdiqué. Sa lutte continuait dans la transformation en Tunisie et en France de cette volonté de travail collectif intergénérationnel pour produire les conditions de l'émancipation des jeunes générations des Suds. Voilà, c'était le texte de Aïssa Kabri. Dimitri, Alors, on donne la parole à la personne qui va apparaître. Hassan Remaoun, Abidi. Ah, c'est Abidi. Donc voilà, Abdelhamid est un thésard, peut-être un des premiers thésards de Ali. Et je peux juste évoquer une histoire à ton sujet. Ali avait dû se battre auprès de l'école doctorale pour inscrire une thèse sur la production, la production de l'huile et en Tunisie, sujet qui n'avait pas été admis dans un premier temps comme digne de figurer comme objet de thèse française. Bon, ceci pour évoquer aussi une facette d'Ali importante qui parfois a dû se battre auprès des instances locales, nantaises, trop nantaises parfois, au point de ne pas voir spontanément l'intérêt d'une telle thèse. À toi. Bonjour à tout le monde, merci cher Charles. Alors oui, tout d'abord pour cette anecdote, c'était effectivement très significative parce que le refus était basé sur la nature du sujet de thèse donc le président de l'école doctorale, le membre de l'école doctorale disait qu'il fallait mieux que je retourne à Tunis pour faire ma thèse sur l'économie oléicole que de la faire à Nantes, parce qu'il n'y a pas de rapport entre Nantes et de l'huile d'olive. Et Ali était en voyage à Dakar, au Codesria. Et donc, au retour, il était fou furieux. Il avait écrit une missive au président de l'école doctorale et je crois même au président de l'université en disant « L'université vient du mot « univers ». Et donc, l'univers est à tout le monde. Voilà, donc c'est commençant par là. Mais voilà, Charles, vous me donnez la parole pour que je parle du passage d'Ali à Tunis, c'est bien ça. Voilà, merci tout d'abord. De l'objet de la parole. Exactement, merci beaucoup. Écoutez, moi j'ai rencontré Ali pratiquement dès son arrivée parce que j'avais un club de sociologie à l'université de Tunis et il était le premier conférencier dans ce club de sociologie. Et Ali, fraîchement débarqué, tout d'abord bousculé par les événements de l'Algérie, mais aussi par son passage à Tunis forcé quelque part, avec l'espoir de revenir en Algérie quelques temps après. Donc, et il bougeait beaucoup, il voyageait beaucoup. Alors, je me rappelle très bien donc, cette conférence qui est intitulée à sa proposition, bien évidemment, « Les jeunes et développement en Afrique ». Et c'était un titre un peu à l'époque qui attirait l'attention. Je me rappelle dans le grand amphi de l'Université de Tunis, il y avait quelques 400 étudiants et quelques dizaines de collègues. Et on savait à l'époque qu'il y avait aussi quelques policiers civils. Voilà, donc on était surveillés tout près parce que c'était le contexte pour la Tunisie 1993-14, l'État ou le parti au pouvoir contrôler la société avec tous les moyens du bord. En tout cas. Et alors l'arrivée pour Ali, pour nous les étudiants de sociologie, faisait date parce que Ali, est-ce que vous m'entendez parce que je ne vous vois pas? Oui, très bien, oui, merci. Ah d'accord, parce que je ne vous vois pas. Alors, quelle était la différence entre les
enseignements qu'on recevait dans le département de sociologie et les enseignements, ou plutôt l'approche d'Ali Alkanz après son arrivée. On avait un module qui s'appelait sociologie du développement, et Ali, il est venu, donc il a pris cet enseignement. La première chose, c'est que nous, on approchait le développement, la sociologie du développement à Tunis, avec une approche, si vous voulez, par rapport tout d'abord au fait colonial, à l'histoire coloniale, ça veut dire les structures sociales, les structures agraires, qu'est-ce qu'on avait hérité du colonialisme après 1956 pour la Tunisie, mais aussi pour les autres pays du Maghreb. Et donc, on inscrivait ça, la sociologie du développement, dans ce processus historique, beaucoup plus retourné vers le passé que vers l'instant présent. Ali est venu avec une approche complètement innovante pour nous, c'était de lier le développement local et national, le développement socio-économique, bien évidemment, au capitalisme mondial et notamment aux institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et le rapport entre ces institutions et les pays en développement. À l'époque, on parlait encore du tiers-monde, et notamment, il mettait l'accent sur l'approche par le PAS, le plan d'ajustement structurel que la Tunisie avait appliqué en 1986. Et donc, on a découvert avec lui, et c'était le premier rapport, je crois, produit par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, c'est l'IDH, l'indice de développement humain. C'était un indicateur fraîchement construit par les instances onusiennes, par le Programme des Nations Unies pour le développement, et on avait découvert, par exemple, toutes les données produites par cette organisation et notamment comment comprendre l'économie nationale et le processus de développement par rapport à ces injonctions, à ces contraintes, si vous voulez, ces programmes préfets imposés au gouvernement du tiers-monde. Et la Tunisie, c'était vraiment le cas significatif après le Maroc, parce que le Maroc avait appliqué le plan d'ajustement structurel en 1982, le Brésil aussi, la Tunisie en 1986. Et donc on avait vraiment découvert une nouvelle vision et une nouvelle approche. Ali était vraiment dans le département de sociologie une bouffée d'oxygène pour les étudiants et dans le débat notamment sur des questions centrales avec des concepts nouveaux. La raison pour laquelle d'ailleurs il n'était pas très ami avec certains de ses collègues à Tunis, donc n'était pas bien accueilli quelque part par certains collègues, pas tous, hein, parce qu'il avait beaucoup d'amis, mais certains collègues voyaient en lui tout d'abord parce qu'il était connu, c'est une grande figure, il avait déjà une production importante, scientifique importante, et surtout il était assez critique. Critique déjà à l'égard du système d'enseignement et de recherche en Tunisie, critique à l'égard des structures de recherche et de la manière de les gérer. Il était critique à l'égard, bien évidemment, sans le dire, à l'égard, bien sûr, vous savez, on parlait, moi et lui, je me rappelle, en traversant la Médina de Tunis, on parlait, par exemple, de comment le parti au pouvoir, bien évidemment, avait contrôlé la société par tous les moyens. Et je crois, Suzanne, elle est parmi vous là, Salma, la police tunisienne venait à la maison assez régulièrement. Il était très, très, ça veut dire très dérangé, si vous voulez. Il était contrôlé. Il marchait beaucoup à pied. Il sentait parfois qu'il était poursuivi. Je n'avais aucun doute là-dessus. En tout cas, c'était une période pour lui, une période de 2 ans avant d'être reçu à Nantes. Donc, c'était pas un moment très agréable, mais ce qui le soulageait, si vous voulez, c'est qu'il était proche d'Algérie. Bon, Tunis, Alger,
La Tunisie et l'Algérie, c'est un pays voisin, c'est un pays ami, il avait beaucoup d'amis, donc il attendait le moment venu pour retourner, mais l'exil était là. Et donc, finalement, il a quitté la Tunisie après avoir reçu le message comme quoi son contrat de 2 ans allait être donc mis. Donc, le ministère avait mis un terme à ce contrat. Apparemment, d'après lui, donc il m'avait dit que le gouvernement algérien avait mis des pressions sur le gouvernement tunisien pour ne pas renouveler les contrats des 4 collègues algériens qui étaient à Tunis, l'un d'eux, Ali, et un autre juriste. Donc, si vous voulez, le passage à Tunis d'Ali El-Kanz, d'ailleurs, la raison pour laquelle je suis à Nantes, je suis parti à Nantes après, donc mon destin est lié au sien. Donc, je ne connaissais pas Nantes, je n'ai jamais été à Nantes, d'ailleurs, je n'ai jamais été en France. Et la facilité avec laquelle il avait accepté de diriger ma thèse révélait pour moi l'homme qu'il était, généreux, ouvert. Il était toujours là pour soutenir et pour donner un coup de pouce à ses étudiants, ses anciens étudiants. Il avait dirigé 3 thèses à Tunis. Moi, je l'ai fait ma thèse à Nantes, mais il y en a 2 autres à Tunis. Et donc, il nous a appris beaucoup de choses. Et il nous a vraiment orientés, bien encadrés. On a beaucoup appris, mais mon amitié, notre amitié plutôt, était très profonde et elle est toujours. Pour moi, Ali, c'est un grand frère, c'est un père, c'est un idole, c'est un modèle de sociologue arabe qui maîtrisait et connaissait parfaitement les théories sociologiques, mais aussi il est très cultivé et il a fait des initiatives. J'ai écrit ça dans le texte qui allait être publié dans le livre auquel vous avez participé, Charles, que Ali il a fait des initiatives très importantes pour la sociologie arabe et il était le premier à parler de la révision des concepts produits en Occident et à ethniciser quelque part la nature conceptuelle et l'appareil théorique pour lire les sociétés arabes. Et ça, c'est des grandes leçons qu'on a tirées de lui. Voilà, paix à son âme, qu'il repose en paix. Merci beaucoup pour l'Institut d'études avancées et pour tous les partenaires de la Maison des sciences de l'homme, l'Université de Nantes, tous les collègues ici présents et qui ne sont pas présents, mais qui ont participé à l'organisation de cet hommage. Je crois, Ali, il a marqué le territoire nantais, le territoire aussi, le paysage français, académique français. Et à son passage, là où il passe, il laisse des traces. Là où il passe, où il est passé, donc il a laissé des empreintes. Voilà, donc il me manque, personnellement, il me manque beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Abdelhamid d'avoir rappelé le souci d'Ali de toujours élargir les échelles d'analyse, de ne pas s'en tenir au strict local, mais de l'inscrire dans une échelle internationale. Donc je vais donner la parole à Hassan Remaoun, qui est à la fois historien et sociologue, qui a travaillé à la fois sur le temps long, puisqu'il a publié récemment, en 2015, le dictionnaire du passé de l'Algérie de la préhistoire à 1962, et qui en même temps travaille sur ce que la mémoire ou les mémoires font de cette histoire. Donc je lui donne la parole. Merci de me donner la parole. Je vous remercie pour m'avoir invité. Voilà, et je vous félicite pour cette initiative qui tombe à point. Le rapport que nous entretenions avec notre ami et éminent collègue disparu malheureusement.
C'est la lutte. Avec Ali, qui nous manque effectivement beaucoup. On peut s'imaginer, il avait le contact relativement facile, surtout quand on pouvait débattre avec lui. Il était de manière générale disponible et effectivement, il est connu pour sa grande production. Alors, je voudrais profiter de l'occasion ici pour dire toute dire toute ma sympathie effectivement à tous les collègues qui l'ont connu, toutes mes salutations à son épouse, à Suzanne, à ses enfants et à tous les proches. À tous les proches. Alors, nous l'avons connu donc avec mon Madame Romain, Il y a un problème. Comment on fait? c'est que j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion de connaître Ali El-Kenz en action, dans des rencontres scientifiques, dans des rencontres organisationnelles et notamment, évidemment, quand il était enseignant, nous avions l'occasion parfois de nous rencontrer, mais nous nous rencontrions surtout dans le cadre de deux institutions. Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle à Oran, le CRASC, dont il était membre du conseil scientifique, et donc il faisait des déplacements périodiques, il venait périodiquement. Et c'était l'occasion un petit peu de discuter des projets de recherche et d'écouter les avis des collègues, notamment ces avis éclairés sur les projets en cours. Et nous avons pu profiter de son professionnalisme et que tous nous lui connaissons. Je l'ai connu aussi lors de réunions périodiques que nous tenions à Dakar, dans le cadre du CODESRIA, le Conseil pour le développement des sciences sociales et de la recherche en Afrique. Et effectivement, c'était quelqu'un de très sollicité au sein du CODESRIA. Nous nous rencontrions pratiquement, nous sommes rencontrés un certain nombre de colloques, réunions, un certain nombre de conférences. Mon épouse était participante et moi-même étais participant. Nous avons même, dans des périodes différentes, fait partie du comité exécutif du CODESRIA. Ali avait des contacts antérieurs aux nôtres, en fait, avec le CODESRIA. Apparemment, il devait être en contact pratiquement dès la fondation du CODESRIA. Donc, c'est peut-être il est connu un peu comme l'un des fondateurs, très proche notamment de Samir Amin, auquel le liait une grande amitié et ils avaient beaucoup d'estime l'un pour J'ai beaucoup venu un peu de différents pays d'Afrique, mais venu aussi d'ailleurs, sur les perspectives qui pouvaient s'offrir au CODESRIA et sur les possibilités effectivement de soutenir la recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales et humaines, notamment en Afrique, en participant effectivement, en contribuant à la mise sur pied de revues, de périodiques, mais aussi donc lors de rencontres, de colloques, de conférences. Et Ali était toujours sollicité et il répondait toujours aux sollicitations. Donc, il est évident que
sa disparition a été vue comme une grosse perte pour ces deux institutions que sont le CRASC et le CODI. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, nous avons eu l'occasion d'échanger et évidemment, ces travaux qui concernent un petit peu le Maghreb notamment et l'Algérie, hein, bien sûr. Je citerai bien entendu le monde arabe, voilà, et aussi l'Afrique. Je citerai ces ouvrages. Sur l'Algérie et la modernité, de modernité, avec d'autres collègues, et de voir un peu quels sont les enjeux qui se posaient à l'Algérie pour fonctionner avec cette catégorie et s'ouvrir des perspectives. Et il avait publié aussi un ensemble, repris un certain nombre d'articles dans un ouvrage qui a été aussi très diffusé ici, c'était Au fil de la crise. Au fil de la crise, où il essayait de suivre ce qui se passait en Algérie dans les années 1980 et 1990, qui ont été des années un peu très dures, fatidiques. Vous savez, avec les conditions économiques qui devenaient difficiles, avec en 86 notamment l'effondrement du cours des hydrocarbures, ensuite les événements d'octobre 88 qui avaient amené à des transformations institutionnelles en Algérie, et ensuite évidemment les années 1990, disons la décennie noire, marqué par la flambée terroriste qui a fait qu'il a dû quitter l'Algérie un moment pour la Tunisie avant de se retrouver en France. Ce que l'on remarque aussi dans son travail, j'ai été avec d'autres collègues très intéressés par la grande enquête qui a été menée sur l'usage de la sociologie dans le monde arabe. Je crois que 6 pays avaient été pris comme terrain d'enquête, évidemment des pays maghrébins, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais aussi l'Égypte, la Syrie et je pense le Liban. Voilà. Et effectivement, il avait abouti sur une typologie qui nous intéressait. Avec des collègues, nous travaillons beaucoup sur les typologies et nous avions travaillé notamment sur la typologie d'intellectuels dans les pays arabes et notamment en Algérie. Et on avait commencé par nous appuyer sur des travaux de Abdallah al-Arwi, le monde arabe, intellectuel. Vous aviez le clair, culture plutôt théologique, le libéral et le technophile. Voilà. Nous avions beaucoup travaillé sur cette typologie avec des collègues et nous avions pensé qu'il manquait un type qui n'était peut-être pas très présent au Maroc à l'époque, mais le type du populiste. Et le populiste nous a beaucoup intéressés. C'est un type qui est beaucoup plus courant, disons, en Égypte, au Moyen-Orient et peut-être pour le Maghreb, beaucoup plus en Tunisie, en Algérie, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit absent ailleurs. Hein. Ça ne veut pas dire du tout qu'il soit absent. En fait, il n'était pas encore prégnant, c'est tout. Il n'est pas mis au premier plan. Ali, dans son enquête sur le monde arabe, avait abouti à une typologie intéressante, mais disons fonctionnelle. Fonctionnelle, puisqu'il considérait que 3 types de sociologues activaient dans les universités, dans les institutions de recherche, dans le monde arabe. Alors, il parlait un petit peu, bien sûr, de l'académicien, il avait trouvé un profil d'académicien, le profil du technicien et le profil du militant. Donc, on peut voir comment cette typologie pouvait nous intéresser.
pouvait nous intéresser et elle continue jusqu'à maintenant à nous interpeller. Et je crois que son travail continuera à nous être utile. Le problème, c'est de le diffuser parmi les générations de jeunes chercheurs pour que d'autres, qu'on puisse s'appuyer dessus, bien sûr, pour aller plus loin, pas pour rester au niveau de ce que pouvait faire Ali et son équipe il y a une dizaine d'années. Change sur la question s'était fait notamment lors d'un symposium que nous avions tenu au CRASC et que nous avions intitulé L'état des savoirs. On voulait savoir un petit peu, on s'intéressait à une question importante, c'était quel était l'état des savoirs en sciences sociales en 2004, c'est-à-dire continuer à travailler sur les catégories issues de la colonisation et d'une manière générale de l'université française, ou si nous avions réussi à mettre autre chose en mouvement, si nous avions renouvelé les savoirs. Alors, c'était aussi bien le cas dans les différentes branches de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, et c'était l'occasion de faire un arrêt. Et je crois que nous avons réussi à avoir un certain nombre de premières conclusions et la recherche continue dans ce domaine. Nous avions édité à l'époque des travaux dans un gros volume qui faisait 600-700 pages quand même et qui permettait de présenter un état des lieux. En fait, nous avions surtout élaboré un état des lieux en 2004. Et notre espoir, c'est de faire la même chose donc 2004, une vingtaine d'années après, pour savoir un peu s'il y a une progression. On parle beaucoup de décolonisation, de la connaissance, mais décolonisation, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faille rompre avec l'universalisme. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de remettre en cause les fondements des sciences sociales, mais de procéder, de voir si nous arrivions à procéder à une rupture avec l'usage qui en était fait par la colonisation. La colonisation cherchait effectivement à user des sciences sociales, et aussi bien d'ailleurs l'ethnographie que l'histoire, que la psychologie, l'économie, ou d'autres disciplines, pour se légitimer et justifier un petit peu. Vous savez, en histoire, c'est très simple, je vais le calmer un petit peu, que l'Afrique du Nord est une vieille terre chrétienne, romaine et latine, et le reste n'aurait été qu'une simple parenthèse, et donc il y aurait une continuité de la colonisation. La colonisation française continuerait ce processus au nom du progrès et de la civilisation. Voilà. Bon, c'est des thématiques qu'on retrouve dans tous les systèmes de domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une pensée sociale critique qui ait fonctionné au sein de l'université française, loin de là, et nous devons beaucoup à nos maîtres qui sont passés effectivement par l'université française et qui, à l'époque, ont pris leur distance vis-à-vis de ce qu'on appelait l'école d'Alger, qui était l'école dominante dans les sciences sociales. Alors évidemment, nous avions l'occasion, avec Ali et d'autres collègues, d'échanger sur ces questions-là. Nous avions des projets, certains ont porté, d'autres sont encore en cours, mais malheureusement, Ali, qui avait une connaissance extrêmement, nous manquera beaucoup, il nous manque beaucoup. Voilà. Mais je pense
qu'il faut compter en œuvre et que les jeunes chercheurs, les universitaires, qui ne sont pas encore à la retraite, comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous, puissent continuer cette œuvre. Alors, que puis-je ajouter à cela, sinon que nous gardons toujours en mémoire et en pensée, dans notre cœur, dans notre recherche, quand on continue à en faire, ce que nous a amené Ali. Et il nous a amené beaucoup. Et encore une fois, je félicite donc l'Institut d'études avancées de Nantes pour avoir pris cette initiative. Voilà. Merci Hassan pour cette communication qui rappelle l'importance de cette enquête, cette grande enquête menée aussi avec Roland Vast. J'en profite aussi pour rappeler le souvenir de Roland Vast qui nous a quittés récemment et à qui je pense qu'ils étaient vraiment là aussi très très liés à la fois affectivement mais bien évidemment intellectuellement. Donc je voudrais juste terminer ces portraits, ces témoignages par quelques mots personnels. Lorsque juste quelques jours après le décès d'Ali avait eu lieu une communication par Internet, j'avais repris une observation à son sujet, une observation faite par Bourdieu dans sa socio-analyse en disant j'ai un habitus clivé. Je pense que Ali avait un habitus clivé, c'est-à-dire qu'il était à la fois profondément engagé dans le mouvement d'indépendance, dans cette guerre de libération coloniale. Je rappelle que 2 de ses frères avaient pris le maquis. Cette présence de la guerre d'Algérie, il l'a vécue dans sa famille, donc par une socialisation immédiate, extrêmement forte. Et, j'allais dire en même temps, à la fois une socialisation intellectuelle très forte, c'est-à-dire une initiation à la culture d'excellence dans le cadre de l'école normale, et qui, évidemment, une culture, on l'a rappelé, Aïssa l'a rappelé tout à l'heure, cette culture à l'école normale était une culture largement occidentale, avant justement de s'élargir. Donc je pense que cette double socialisation, il ne l'a pas vécue de manière contradictoire, mais il en a fait quelque chose, une synthèse à lui. Et je dirais que cette synthèse lui a valu d'être, je dirais, un passeur de frontières. Et c'est pas étonnant, pour moi, il est devenu une sorte de sociologue monde à la Wallenstein, si on veut. Et cette ouverture, c'était non pas pour gommer les différences de manière gentille, pour une collaboration des cultures ou je ne sais quoi, mais bien pour analyser les rapports de force entre ces cultures, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la philosophie, des sciences sociales, et aussi ouverture au niveau, par exemple, de la musique. Et il allait de Bach à Kaltoum, bon, et il écoutait avec la même passion toutes ces musiques. Alors, je pense que son obsession, c'était justement de mettre les sciences sociales au service de la compréhension des sociétés et du dépassement, si dépassement est possible, il en doutait parfois, des rapports de domination entre sociétés, mais qui se reflètent fortement aussi à l'intérieur, que ce soit sur le plan politique, économique, linguistique, intellectuel. Et pour juste évoquer, moi j'aimerais lier à la figure d'Ali la métaphore de la haie. Je m'explique. Dans sa biographie,
Il explique comment la haie qui le séparait du jardin de son voisin, lequel voisin était un ancien appelé de l'Algérie, qui dans un premier temps voyait d'un très mauvais œil ce voisin algérien au nom imprononçable et qui le gênait, on peut dire. Et comment Ali, par une approche qui lui était toute personnelle, de patience, d'écoute, a su faire de cette haie qui le séparait et qui n'attirait que du mépris du voisin, il en a fait un lien social, pour reprendre un thème de l'IEA. Un lien social et même affectif. À la suite de cette... Il a réussi à apprivoiser en quelque sorte son voisin qui a fini, et cette haie a fini par devenir un objet vraiment j'irais d'affection, un lieu de collaboration. Son voisin l'a pris en pitié, Ali taillait très très mal sa haie, il faut le dire, dans tous les sens. Donc son voisin, très, très compétent en la matière, s'est substitué à lui pour... Bon. Donc je trouve que cette métaphore de la haie décrit bien tout son projet, à la fois humain, intellectuel. Et pour finir, parce qu'en même temps, Ali, pour moi... a un côté dramatique. Pour moi, c'est un intellectuel qui a été blessé, profondément blessé, par 93 et tout par cette contre-révolution, dont moi j'ai toujours été très frappé. Je relis, je vais la relire devant vous parce que je trouve que cette phrase qu'il écrit en 95 à Tunis décrit bien, je dirais presque le désarroi dans lequel il pouvait être en tant qu'intellectuel algérien. Je lis ça, c'est encore lui qui parle le mieux de lui. Devant cette nouvelle forme de lutte, les intellectuels étaient désarmés. Dans cette culture manichéenne qui angélisait la société et diabolisait les autres, ils étaient obnubilés par les dérives du pouvoir et ses atteintes à la liberté, ses violences. Ils ne pouvaient imaginer que la société elle-même, dont ils avaient pris la défense contre l'État, pouvait à son tour, même à son corps défendant, secréter d'autres formes de violence et se retourner contre eux. Là, je pense que derrière, parfois, son humour, Ali a toujours existé chez Ali une pointe, je dirais, de désenchantement politique à l'égard d'une Algérie qu'il aimait tant, en fait. Voilà, c'est les quelques mots personnels que je voulais. Donc, ainsi, nous terminons cette partie de la matinée. Anna, oui. C'est toi qui reprends. Merci beaucoup, Charles. Le relais. Donc, on a eu des témoignages importants, profonds, sur Ali, sur l'homme, sur son engagement, sur ses blessures, mais aussi sur son regard froid et en même temps passionné d'une Algérie qu'il n'a jamais quittée et que l'Algérie n'a jamais quitté aussi Ali. Donc une relation, un rapport très dur et fusionnel d'une génération, parce qu'Ali fait partie de cette génération qui était animée, qui était habitée par un projet de transformer, de sortir de la colonisation, de construire une Algérie forte, moderniste. Le combat continue. On passe maintenant, on va aller prendre du café, du thé, donc une demi-heure. Vraiment pas long. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Ali, il est mort le 1er novembre 2020. Donc c'est comme si quelque part il avait choisi de partir ce jour-là, parce que c'est le jour, je ne sais pas si on peut dire la fête des morts, ou c'est les jours des morts, comment on appelle la Toussaint, et en même temps c'est le jour du déclenchement de la guerre de libération algérienne. Et c'était important, c'est comme s'il voulait partir
quelque part, je mettrai beaucoup de guillemets là-dessus, en shahid. Shahid, ça veut dire un martyr, parce que dans la tradition musulmane, celui qui meurt en exil est considéré comme un martyr. Je ne sais pas si c'était un choix, mais ça a été comme ça. Il est mort un 1er novembre, donc le jour des morts pour la France, et le jour de la guerre d'indépendance pour l'Algérie. Donc c'est une connivence un peu, voilà, à voir. Je rappelle, Suzanne, que la presse nationale a beaucoup commenté cette date, ce moment, cette rencontre peut-être. Oui. Donc, oui, voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Merci, Suzanne.